Michel Savant, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux devant cette magnifique œuvre d'art représentant la Terre, sujet qui vous est cher. Alors, c'est un sujet qu'on va aborder un petit peu plus loin dans l'interview. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, et puis j'aimerais que vous nous parliez de ce qui vous a motivé à rentrer en politique et quelles sont les valeurs que vous souhaitiez y défendre. Alors déjà, merci de cet entretien que je trouve de me rendre très sympathique parce que ça permet de donner une vision de personnes que l'on rencontre au quotidien dans nos relations. Mais cette interview me permet aussi de vous dire qui je suis et pas simplement parler boulot comme on peut faire. Cette question est importante, elle est primordiale. D'abord parce que je suis née dans une famille de militants, mon père et ma mère. Ma mère était une grande féministe qui a permis aux femmes tunisiennes d'obtenir leur émancipation grâce au travail qu'elle a rendu d'ailleurs avec l'ancien président de la République tunisienne, M. Bourguiba. Et donc à partir de là, je suis presque tombée dans le fourneau, je dirais, du féminisme. Mais comme le hasard n'est jamais pas trop loin de nous, c'est une femme qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je rentre en politique. On ne rentre pas en politique comme on rentre en religion. Simplement, râler devant sa télé ou devant son poste, râler en famille, dans des déjeuners de famille pour dire « je ne suis pas d'accord », il fallait que je rentre dans un groupe de décideurs. Et c'est une femme qui était parlementaire. Quand j'ai vu ce qu'elle subissait comme machisme auprès de ses collègues parlementaires, voire même de ses collègues du Parti socialiste, j'ai décidé de m'impliquer plus fortement. Alors pendant quelques années, j'ai observé le comportement des gens. Parce que moi, je n'ai pas fait d'école politique, ni Sciences Po, ni l'ENA. Je viens de la société civile, je suis diplômée des Beaux-Arts. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, je trouve ça toujours très intéressant, quand j'ai vu pour la première fois François Mitterrand, il avait l'habitude de poser la question « Quel est votre cursus universitaire ?» Et donc moi, je lui dis « Monsieur le Président, on m'a dit que la politique était tout un art. » Donc j'ai commencé par le Quai Malaquais, par les Beaux-Arts, pour finir Quai de Solferino. Donc à partir de là, je pense que je suis blindée. Et il m'a dit « N'abandonnez jamais la peinture, parce que la politique, elle, peut vous abandonner. » Quelle belle leçon. Aujourd'hui encore, je peins. Et je continue à faire de la politique différemment. Parfait. Alors, vous avez mené de nombreux combats, notamment sur l'égalité hommes-femmes, la promotion des régions, notamment quand vous étiez vice-présidente de la région Île-de-France, aujourd'hui contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est plus difficile de faire passer ces idées quand on est une femme en politique? Oui, parce que d'abord, les partis politiques comme les syndicats ont été créés par des hommes pour des hommes. On appelait ça même des clubs de cigares. Hein. Donc, quand les premières femmes ont commencé à être reconnues, d'abord la France a eu le droit de vote, les femmes ont eu le droit de vote assez tard, en 1949. Donc c'est toujours plus difficile de se faire entendre. Mais je crois qu'on a appris très vite, c'est une question de génération. Et nous sommes dans une révolution tranquille. Aujourd'hui, les générations qui arrivent, notamment dans la vie politique, il n'y a plus ce combat entre les hommes et les femmes, parce que naturellement, elles ont grandi, ils ont grandi aussi, grâce à des mères qui se sont battues, grâce à des pères qui ont porté la parité. Et donc c'est une révolution tranquille pour moi. Mais c'est vrai qu'il est plus difficile. Et sur la question des régions, et le fait de défendre les régions au niveau européen et au niveau international, je le dois à un homme qui s'appelle Adrien Zeller. Adrien, à l'époque, quand il était président de la région Alsace, moi j'étais vice-présidente de la région Île-de-France, il m'avait poussé pour que je prenne la présidence de l'Assemblée des régions d'Europe. Et je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que Edgar Faure, quand il a voulu faire connaître l'Europe à ses concitoyens, a dit « ce n'est pas par les États, mais par les régions ». Et il a créé l'Assemblée des régions d'Europe. Et Adrien Zeller est un enfant, je dirais, de ses convictions. Et la transmission a été totale. Et ça tombe bien qu'on parle de lui aujourd'hui, parce que je crois qu'il a fait beaucoup de choses en matière régionale. Puis après, je suis sortie un peu de l'Hexagone,
pour aller voir comment les choses se passaient ailleurs. Parce qu'on apprend toujours des autres. Clairement. Et ça fait partie de mes fondamentaux. Vous utilisez le mot de combat, de révolution tranquille. Avec l'expérience et le recul que vous avez aujourd'hui, trouvez-vous que les hommes et ou les femmes politiques sont des gens courageux? Il faut avoir du courage pour faire de la politique. C'est beaucoup plus dur que d'être chef d'entreprise. Parce que d'abord, il y a le regard, puis l'action. Je parle des hommes et des femmes politiques qui ont une éthique politique, qui ont une moralité politique. Les autres ne m'intéressent pas. Et je trouve qu'il est très courageux aujourd'hui de s'investir en politique. Pour plusieurs raisons. Parce que le monde a changé. Nous sommes dans un changement de civilisation. Ça, c'est évident. Donc à partir de là, pour ce changement de civilisation, il faut être courageux pour entreprendre des réformes. Et on le voit au quotidien, même dans notre propre pays. Donc si vous n'avez pas de courage, si vous n'êtes pas courageux ou courageuse, ne faites pas de politique. Parce que c'est terrible la politique. C'est un rouleau compresseur la politique. Ça vous prend tout votre temps, ça vous prend votre énergie. Mais c'est tellement beau quand un projet ou une réforme que vous avez pensé, que vous avez préparé, voit le jour. Mais c'est vrai, à votre question, je réponds oui, il faut être courageux et téméraire. Merci. Vous êtes la présidente de R20. Est-ce que vous pouvez nous dire comment et par qui a été lancé le R20? Très belle histoire. Nous sommes à Copenhague. Copenhague se tenait la COP19. Copenhague, ça a été l'échec sur le climat. L'échec patent. Vous avez encore ces images avec M. Obama, la chemise retroussée à 3 h du matin, essayant de trouver un accord avec les uns et les autres. Tout ça a été très mal monté. Les négociations étaient très mauvaises. Moi, je présidais l'Assemblée des régions d'Europe et on nous avait mis dans une salle à côté, une espèce de gymnase où il faisait un froid de canard, parce qu'il faisait, je crois, moins 15 à Copenhague. Et j'écoutais les discours de ceux qui représentaient les États, les régions, un peu partout dans le monde. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu ce Premier ministre des Maldives qui avait tenu son Conseil des ministres sous l'eau, en disant voilà ce que va être mon île dans peu de temps. Et après avoir écouté le Jean Charest, Premier ministre du Québec, est arrivé le tour d'un gouverneur de Californie, alors que beaucoup connaissent comme acteur de cinéma, mais qui a beaucoup fait pour la Californie, donc M. Schwarzenegger. Et après avoir écouté son discours, je me suis dit, il a le leadership de quelque chose. Il a fait des choses exceptionnelles en Californie pour réduire le réchauffement climatique, pour se donner des moyens de l'action. Il faut que je le rencontre. Et j'ai tout fait pour croiser Schwarzenegger. Pour moi, ça a été une déception totale ce soir-là, parce que je lui ai dit, écoutez, je préside des régions d'Europe, il faut faire la même chose au niveau du monde, votre discours a été très bien, mais j'ai dû être brouillon, parce que je voulais placer trop de choses à la fois. Et il m'avait répondu sur un ton un peu, écoutez, préparez-moi votre projet, puis revenez me voir dans 2-3 mois. Et donc j'étais déçue, parce que pour moi c'était fini, quoi, mais je l'avais fait. Et un mois après, j'ai reçu une invitation officielle pour aller le voir à Sacramento, parce qu'il finissait son gouvernorat et que j'avais 1 heure pour lui présenter mon projet. Donc je me suis remise à l'anglais en 2 mois, j'ai fait des choses pour essayer d'être à la hauteur. Pour moi, c'était un examen que je passais. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, bon, on appelle ça comment? Et le R20 est arrivé après, parce qu'il fallait que je trouve quelque chose qui soit force de proposition au G20. Donc vous avez les 20 gouvernements les plus riches, et donc je suis allée chercher, avec lui d'ailleurs, les 20 régions les plus riches du monde. Et c'est pour ça que le nom de R20 est né à ce moment-là. On est beaucoup plus que 20, on est presque 700 aujourd'hui, mais avec un fonctionnement qui est essentiel, c'est que nous fonctionnons en triptyque. Les régions, les entreprises et les experts. Ce triptyque ne se défait jamais. Si vous avez les régions d'un côté qui travaillent entre elles, vous n'avancez pas. Les entreprises, elles n'avancent pas non plus parce qu'elles n'obtiennent pas les projets que les régions cherchent. Et les experts pour être sûrs des études de faisabilité que nous faisons. Et donc à partir de là, ce triptyque-là fait un peu la force du R20. Et aujourd'hui, moi je me félicite parce que c'est vrai que nous sommes complètement sur l'environnement, le climat,
puisque son idée c'était ça, comment faire reculer le changement climatique par de l'action quotidienne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la mission de cette ONG R20 ? Cette ONG a pour mission la réalisation de projets. Vous avez beaucoup de think tanks dans le monde, tout le monde réfléchit, ça réfléchit tellement que ça crée de la couche d'ozone partout, ça amplifie. Je plaisante parce que franchement, on est les champions des think tanks. Donc nous, on a décidé de mener ça plutôt comme une action tank. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, la Côte d'Ivoire, avec qui j'ai un projet très important sur les déchets ménagers, nous demande d'organiser des études de faisabilité sur une usine de retraitement de déchets à Abidjan. Ça consiste en quoi? C'est pas simplement, vous pouvez construire les plus belles usines au monde avec les plus beaux matériaux, mais si la population n'est pas concernée par ce que vous faites, ça ne tiendra pas. Donc nous formons en même temps la population au tri sélectif. Et nous formons 200 jeunes sortis du système scolaire. Les missions du R20, elles sont là. Elles sont aussi sur le LED. On s'est rendu compte il y a quelques années que de changer l'éclairage public des villes pouvait apporter de la sécurité dans les villes et de la baisse des factures énergétiques et électriques. Et donc nous avons commencé avec Rio. Nous avons changé tout l'éclairage public de la ville de Rio sans toucher au budget municipal ni régional, puisque nous avons trouvé des fonds d'investissement qui ont monnayé les travaux. Et au bout de 4 ans, donc vous voyez, d'économie d'énergie, d'économie dans la ville en matière de factures, ils ont commencé à rembourser ce fonds d'investissement. Ça, ce sont des financements innovants. C'est la mission du R20. Et puis là, nous avons une dernière mission, je vous en donne un peu la nouvelle, puisque c'est la primeur. C'est que nous avons, à la demande de monsieur le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, nous avons été nommés secrétaires, enfin nous obtenons le secrétariat d'une entité qui s'appelle CCFLA. C'est tout ce qui touche aux leaders financiers pour le climat. Et donc le R20 a ce secrétariat, mais il ne suffit pas d'avoir un secrétariat, il faut avoir des financements. Nous avons fait une alliance, on va dire ça, je ne veux pas dire paxé, parce que bon, si le personnage n'avait pas été M. DiCaprio, j'aurais dit paxé. Mais ce paxé avec DiCaprio, c'est un peu présomptueux de ma part. Mais pour être sérieux, sa fondation a beaucoup d'argent. Et il s'est engagé, puisqu'il est ambassadeur de l'ONU pour le climat, de financer des projets. Donc nous allons lancer à la COP22 au Maroc 100 projets pour le climat, partout dans le monde. Et là, en ce moment, nous sommes en train de récolter ces projets. C'est important pour qu'on comprenne bien les missions de cette ONG. Vous avez parlé d'Arnold Schwarzenegger. Quel est son rôle aujourd'hui au sein du R20 ? C'est un président fondateur. Bon, M. Schwarzenegger, depuis qu'il a arrêté le gouvernorat en Californie, a repris beaucoup de films. Il développe beaucoup les instituts Arnold Schwarzenegger sur la santé par le sport. Et il a aussi c'est pas des compétitions, il veut en faire d'ailleurs les futurs Jeux Olympiques, ça s'appelle les Arnold d'Or. Et donc il parcourt le monde pour aller remettre des awards un petit peu à des sportifs, mais il n'y a pas que du bodybuilding, hein. Il y a du ping-pong, de la course, du vélo, il y a tout ça. Et j'ai droit à peu près, 3 semaines par an, où je peux lui demander d'être présent dans des agendas bien ciblés et bien préparés. Son rôle, il est surtout, comment dire, il est très sensible quand des actions ou des projets qui ont été lancés sont réalisés. Parce qu'il sait que c'est plutôt il y a beaucoup d'humanitaire dans ce que l'on fait. Quand on dit ONG, c'est pas de l'humanitaire touristique. Il y a du suivi derrière. Et donc c'est ce qui lui plaît d'ailleurs. Donc là, il va s'impliquer un peu plus, parce que nous avons lancé un fonds vert pour les femmes. Et il est comme moi, c'est bien d'ailleurs, il considère qu'on ne peut pas se passer de 57% de la planète. Et dans ces 57%, vous avez 48% de femmes qui sont dans la misère et la pauvreté. Parce que nous sommes dans des régions riches, nous sommes dans des pays dits riches. Mais partout où vous allez dans le monde, ce sont surtout les femmes qui souffrent. Donc il me soutient, il me porte sur ce fonds vert pour les femmes.
Et nous allons voir les premiers projets financés, j'espère, assez rapidement. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Ah bah vous allez être avec nous puisque nous allons le faire ensemble. Avec plaisir. Vous avez parlé de la COP22. De ma fenêtre, j'ai le sentiment que les gouvernements du monde sont incapables de s'entendre dès qu'il s'agit de défendre l'avenir de notre planète. Quel bilan faites-vous de la COP21? Et j'aurais aimé savoir si vous avez joué un rôle influent. Je le saurais si on a joué un rôle influent quand les projets que nous avons élaborés pendant la COP21 verront le jour. Ça, c'est encore une fois, il y a toujours beaucoup de blabla autour de ce genre de choses. Mais je pense que la COP21 a marqué un temps historique pour tout ce qui concerne le changement climatique. Oui, on a un rôle essentiel à jouer. Encore faut-il qu'on le joue. Moi, je suis très fière de voir que Anne Hidalgo, avec les villes et les grandes villes, a pris en main des initiatives pour les transports, pour les éclairages publics, pour tout ça. Si chacun prenait sa part de responsabilité, je pense qu'on pourrait faire des choses différentes. Il faut encore du temps, mais je pense qu'on va passer à autre chose. Les COP ne sont pas compris des citoyens du monde. C'est encore trop perçu comme quelque chose qui est réservé à certaines personnes. Alors que la COP 21 à Paris a créé un mouvement. J'espère qu'il ne va pas se réduire à néant à Marrakech. Oui, on l'espère tous. Hein. Vous avez évoqué les régions. L'une des idées qui fondent le R20, c'est de faire appel aux acteurs locaux, et notamment aux régions du monde plutôt qu'aux États. Alors pourquoi les régions constituent-elles un meilleur échelon que les États, d'après vous? Et puis devraient-elles substituer leurs actions à celles de l'État? C'est ce qui est en train de se passer, notamment sur cette question-là, sur les questions environnementales. Vous savez, le principe de subsidiarité, il s'applique complètement à ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, un président de région, avec les délégations qu'il a, et en plus vous avez des délégations qui sont différentes d'un pays à un autre. Hein. Les Länder allemands ont plus de responsabilités que les régions en France. Hein. C'est pas la même création, c'est pas la même histoire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en matière environnementale, elles ont plus de délégations pour réaliser des choses. Et elles ont des financements. Elles ont des financements qui permettent de réaliser rapidement les projets. En matière de déchets, par exemple, en matière de transport, regardez la région Île-de-France, la région qui est la mienne, a pris quand même depuis des années des dispositifs pour réduire les gaz à effet de serre en matière de transport. Alors, je vais passer des régions à un continent, le continent africain. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire juste avant. Le continent africain semble être un enjeu majeur pour l'association R20. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un enjeu majeur parce que c'est là où nous avons eu le plus gros projet, et notamment à Kita au Mali avec Akio Énergie. Nous allons poser d'ailleurs la première pierre dans quelques mois, une centrale solaire qui va pouvoir éclairer l'Afrique. Vous savez, c'est le grand combat de Jean-Louis Borloo qui a décidé de mobiliser les chefs d'État pour éclairer l'Afrique. Mais nous n'avons pas attendu cette mobilisation. Nous sommes, avec la Fondation Akio, attelés à réaliser ce projet et j'en suis très fière. Ça a été signé à Bruxelles avec Arnold Schwarzenegger et le président Akio Énergie, de façon à ce que ça se fasse. L'Algérie, où nous avons fait notre première usine de retraitement de déchets avec la formation de la population et la formation des jeunes pour y travailler, ce que nous allons certainement réaliser en Côte d'Ivoire. Et puis il y a tous les autres sujets, le Sénégal, il y a la question des océans, puisque je suis aujourd'hui très marquée et très touchée par ce qui s'y passe. Mais vous savez, tout le monde se tourne vers l'Afrique. Il ne faut pas oublier que le reste du monde a aussi besoin de notre savoir-faire. Et je n'exclus pas d'ouvrir un peu les travaux du R20, peut-être beaucoup plus précisément, même si nous avions été présents à Rio et à São Paulo il y a quelques années, de nous tourner vers le Guatemala, vers la Colombie, etc. Je vous propose d'entamer notre dernière partie, un sujet qui m'est cher, logement et développement durable. On sait que l'enjeu se situe essentiellement dans les zones urbaines, car 80% des émissions de CO2 et 3/4 de la consommation d'énergie sont d'origine urbaine. On sait aussi que le bâtiment y joue un rôle très important. D'après vous, quels sont les enjeux de demain pour les acteurs du logement, justement? C'est vraiment important et ce n'est pas par hasard si on décide de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les villes vont accueillir de plus en plus de population.
Et la question du logement, outre le fait de trouver un toit pour chacun, ça a été un slogan des années 81, 86, je ne sais plus, c'est que la question du logement, il faut que le matériau et l'organisation du logement soient pérennes. Et il ne faut pas le voir à 2 ans, à 3 ans, il faut le voir à 15 ans, à 20 ans. Vos prédécesseurs, je vais y arriver, eux ont construit rapidement. Moi, je suis désolée, je suis d'une école Le Corbusier. Tout ça, tout le monde trouvait ça magnifique, mais le matériau, pas pareil, n'a pas tenu. Aujourd'hui, on a pratiquement rénové complètement le parc Le Corbusier. Et quand on est dans des régions, sur le pourtour de la Méditerranée par exemple, et que l'on voit l'érosion, on voit comment le vent, le sel, la mer abîment ces logements, c'est à vous d'anticiper sur tout ça. Et moi, je me félicite parce que je n'avais pas ce concept en disant oh, le logement, c'est le logement, est-ce que tu crois qu'à l'environnement, les choses... Mais vous m'avez convaincue quand vous m'avez expliqué comment vous organisez, même sur l'intergénérationnel. Parce que l'environnement, c'est pas simplement tout ce qui touche au vert, mais la transmission fait partie aussi, la transmission environnementale et l'intergénérationnel fait partie aussi de ce que l'on doit faire. Donc, moi, j'ai beaucoup à apprendre encore de ces choses-là, mais je crois aussi que mes collègues, présidents de région ou membres du R20, ont besoin de ces expériences, ont besoin de ces actions. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut avoir dans nos palettes le maximum de références pour être non seulement crédible quand on va œuvrer quelque part, mais aussi être légitime. Et ça, c'est très, très important. Donc c'est pour ça que moi, je suis très attentive, parce qu'on a souvent, on aborde la question du logement en France sur le bâti. Mais on ne pense pas à ce qu'il y a autour. Vous savez, les villes nouvelles se sont créées. On a créé la ville nouvelle, mais sans penser école, sans penser transport, sans penser... Je prends la Défense, comme je prends Créteil dans le Val-de-Marne. Le maire de Rome a créé quelque chose de fantastique, l'ancien maire de Rome, El Tempo della Città, le temps des villes. Le temps des villes fait partie de notre temps environnemental. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et il faut y être non seulement en phase, et puis savoir comment les choses vont se passer. Alors vous avez anticipé un peu sur ma question suivante. Pourtant, je ne la connaissais pas. Non, mais en plus... oui, parce qu'en fait, Trianon Résidence vient d'intégrer R20, donc j'en suis très fier et vraiment très heureux. Vraiment très heureux. Et vous l'avez un petit peu anticipé parce que je voulais avoir votre point de vue sur la valeur ajoutée que pouvait apporter une société comme la nôtre auprès du R20. Le R20, aujourd'hui, vous avez des entreprises, grandes entreprises au 440, etc. Mais ce n'est pas elles qui font le monde. Elles font tourner le business, comme on dit, mais quand vous allez dans des régions retirées, là nous allons du côté de Ouarzazate pour étudier justement comment mettre en place des panneaux solaires pour amener des ballons d'eau chaude dans des auberges, etc. Mais j'ai besoin de gens comme vous pour me dire, mais est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ça va pouvoir marcher? Quand nous sommes dans le bas de Württemberg en Allemagne, et que ces régions qui savent tout, en général on peut penser que les landes allemandes savent tout. Non, il y a des expertises dont elles ont besoin. Et moi j'ai besoin d'hommes et de femmes comme vous. J'ai besoin de dire aussi à mes mandants, écoutez, nous avons un promoteur qui sait anticiper par rapport à tout ça. Et vous savez, j'ai travaillé il y a quelques années avec un médecin, justement, sur l'intergénérationnel. Et il me disait, tu as la clé, là, pour des années à venir. Mais il faut le faire sur la question du bâti, et pas simplement... Et donc l'alliance de tout ça nous permet aujourd'hui de nous retrouver partenaires, et moi aussi je m'en félicite. Oui, clairement, on a, c'est vrai, pas mal d'idées sur la question, qui bousculent un petit peu les idées reçues et les idées actuelles. Donc ce sera intéressant de vous les apporter et puis de les confronter. Ouais. Et puis même d'intervenir dans nos assemblées générales, parce que bon, je vous donnerai l'agenda après des assemblées générales. Non, c'est une par an. On a notre siège qui est à Genève. Genève, pourquoi? Parce que vous avez toutes les institutions, l'ONU, le PNUD, tout ça à Genève. Et Arnold Schwarzenegger a souhaité que j'ouvre un bureau à Paris
Parce que Paris, c'est la diplomatie, parce que Paris, c'est le cœur de ce que l'on peut faire ensemble. Et donc, vous allez voir, vous avez une équipe qui a des référents partout dans le monde. Demain, si vous voulez intervenir dans un pays, je sais pas, en Indonésie, en Chine, nous avons un référent partout. Donc, c'est un petit peu ce qui fait notre déploiement. On avait anticipé sur ça. Arnold Schwarzenegger avait souhaité justement, vous savez, les bureaux, vous avez tout le monde dans la même structure, on est au dernier étage. Il avait dit non, il faut se déployer, parce que notre terrain de jeu aujourd'hui, c'est la planète. Clairement, clairement. Vous me permettez une dernière question? On va essayer, allez. Alors, Michel Savant, vous êtes diplômé des Beaux-Arts. Et comme vous le savez, j'ai souhaité laisser un espace d'expression pour les artistes dans chacune de nos résidences. Et j'aurais aimé savoir comment vous percevez cette démarche. Ah ben écoutez, c'est pas une perception, c'est j'allais dire une sublimation. Je m'explique. Il se trouve que j'habite un quartier dans Paris, un arrondissement, où le jeune maire a décidé de faire tout ce qui est façade aveugle, d'en faire des street art, l'art des rues. Je vais être francophone, je défends toujours la francophonie. Et je trouve ça sublime. Sublime pour le regard, sublime pour l'ambiance que ça donne à la ville, et puis le côté humain, parce que l'art n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Il fut un temps, bien sûr, quand... D'ailleurs, ils étaient célèbres après leur mort pour certains, mais bon, les Van Gogh, des choses comme ça, vous ne pouviez les voir que dans les musées. Bah, aujourd'hui, de pouvoir donner à tout le monde l'envie, peut-être de découvrir des génies de l'art, de la peinture, bah, je trouve que c'est une très bonne école. Mais aujourd'hui, de permettre à tout le monde de pouvoir voir, parce que tout le monde ne peut pas aller dans un musée, tout le monde ne peut pas passer ses week-ends à aller voir telle et telle exposition. Ça permet aux uns et aux autres de se l'accaparer pendant quelques instants, par les yeux, par le débat. Puis vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens parlent entre eux. Devant une œuvre de rue, les gens parlent entre eux. Puis ça habille la ville, ça l'habille différemment. Donc j'espère qu'on laissera ça d'ailleurs que... Vous savez, quand on voit les bâtiments aujourd'hui, on se dit ah bah c'est le 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. Ben, j'aimerais bien qu'on parle du 21e siècle comme le développement de l'art de la rue, parce que c'est magique. Donc je vous soutiens complètement là-dessus d'ailleurs. Michel Savant, je vous remercie. J'ai été ravi de réaliser cette interview, et d'autant plus que je souhaitais absolument que ce soit vous qui soyez le premier visage féminin à inaugurer une conversation avec. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette interview. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, et puis à très vite alors. À très vite.